Pendant 5 ans, un espion numérique invisible a siphonné les secrets de gouvernements, d'entreprises de défense et même des Jeux Olympiques, sans que presque personne ne s'en rende compte. Et si je vous montrais comment l'opération Shady RAT a pu rester tapie dans l'ombre aussi longtemps? Au milieu des années 2000, le monde entier allume ses écrans. Partout, le même éclair bleu, le même bureau Windows. De Washington à Pékin, de Bruxelles à Séoul, les administrations se connectent, les entreprises s'ouvrent, les ONG se parlent. Les courriels circulent comme des fleuves pressés, gonflés de pièces jointes, de contrats, de mémos secrets, de câbles diplomatiques. Les premiers chroniqueurs de cette guerre sans clairon s'appellent Symantec, McAfee, d'autres encore. Ils scrutent les signaux faibles. Ils voient se répéter les mêmes blessures. Intrusion discrète. Données qui glissent hors des réseaux comme de l'eau par une fissure. Gouvernement sondé. Entreprises dépouillées. ONG fouillées comme des maisons livrées à la nuit. Les rapports se succèdent. Ils parlent de campagnes d'espionnage informatique, de vols ciblés, d'attaques persistantes. Il n'y a pas encore de grande épopée, seulement des constats, morcelés, disséminés. Des fragments de bataille. Dans ce paysage, une arme devient reine. Le spear phishing. L'hameçon lancé à un seul poisson, à un seul nom, dans le tumulte des courriels. Un message taillé sur mesure. Un sujet crédible. Une pièce jointe apparemment inoffensive. Un document Word. Une présentation PowerPoint. Un fichier Excel. L'employé reçoit. Il ouvre. Le clic résonne dans les ténèbres numériques. Ce geste banal, quotidien, devient le portail d'un empire caché. Car derrière ces pièces jointes se nichent des vulnérabilités. Parfois connues et mal corrigées. Parfois inconnues de tous, ces fameuses failles 0D, brèches vierges dans la muraille logicielle, offertes à qui les découvre avant les défenseurs. En une fraction de seconde, un code s'infiltre, s'installe, se tapit dans la machine. Un cheval de Troie moderne. Non plus de bois, mais de lignes de code. Un outil d'accès à distance. Un Remote Access Tool. Un Remote Access Trojan. Un RAT. Ce RAT ouvre les portes de l'intérieur. Il obéit à des ordres murmurés par des serveurs lointains, reliés par Internet. Il exécute des commandes, télécharge des fichiers, extrait des documents, ajoute d'autres modules, d'autres armes. Il transforme l'ordinateur infecté en avant-poste secret, en relais de conquête. Et nul, devant l'écran, ne voit la main étrangère qui palpe les dossiers, qui recopie les plans, qui aspire les mémos classifiés. Pendant ce temps, la scène géopolitique s'enflamme. Les grandes puissances s'affrontent sur un nouveau théâtre. L'économie, la technologie, la donnée. Les États-Unis, la Chine, la Russie, d'autres encore, rivalisent en innovation, en industrie de pointe, en contrôle des flux d'énergie et d'information. Les guerres ne se déclarent pas officiellement, mais l'enjeu est le même. Savoir avant l'autre, posséder avant l'autre, anticiper ses négociations, ses stratégies, ses alliances. Le vol de propriété intellectuelle devient une arme. Le pillage de données stratégiques, un moyen d'éviter des années de recherche. Les dossiers diplomatiques, des cartes détaillées de l'âme des nations. Peu à peu, une certitude s'impose aux plus lucides. Le cyberespionnage n'est pas un accident. C'est un outil. Un instrument d'influence, de pression, de compétition à long terme. Une lame qui ne luit pas au soleil, mais brille dans l'obscurité des fibres optiques. Fondée en 1987, entreprise américaine dressée comme un rempart autour des réseaux, elle propose antivirus, bouclier, surveillance. Mais au-delà des produits, elle possède un organe secret, un laboratoire interne, McAfee Labs. Là, des chercheurs déchiffrent les signaux de la guerre. Ils observent, comparent, recoupent. Ils répondent aux incidents comme on répond à des incendies isolés. Mais ils cherchent aussi les incendiaires.
Parmi eux, une figure se détache. Dimitri Alperovitch, Vice President of Threat Research. Son rôle? Donner un nom aux ombres, un visage aux attaques, un récit aux fragments dispersés. Avec son équipe, il plonge dans les flux de données, suit les traces invisibles que laissent les intrus, comme des empreintes dans la neige numérique. Pendant des années, McAfee recueille des éclats de ce qui ressemble à une campagne unique, longue, méthodique. Les mêmes modes opératoires, les mêmes types de cibles, les mêmes serveurs de commande et contrôle, ces fameux C2, où convergent les machines compromises. Mais tout reste parcellaire, jusqu'en 2011. Avant ce tournant, l'ennemi agit déjà. Son œuvre commence, selon les traces que McAfee retrouvera plus tard, à la mi-2006. Les chercheurs, bien plus tard, ouvriront les journaux, ces logs arrachés à un serveur C2 compromis. Et là, dans les lignes froides des eurodatages, la première date s'inscrit. Juillet 2006. Première trace d'une intrusion. Première marque d'une main étrangère qui, sans bruit, franchit les remparts d'un réseau. À cette époque, les attaques se posent d'abord sur les cibles les plus évidentes. Gouvernement, défense, haute technologie. Les attaquants envoient des courriels à des destinataires soigneusement choisis au sein d'administrations, d'entreprises stratégiques. Un ingénieur défense ouvre un document. Un fonctionnaire clique sur une invitation. Un chercheur en technologie déverrouille une pièce jointe. Chaque fois, le même rituel. Le même piège. Le même RAT qui s'insinue et s'installe. Les systèmes infectés se connectent alors, régulièrement, à un serveur lointain. Ils envoient des signaux, reçoivent des ordres. Chaque connexion est inscrite dans les journaux du C2, comme autant de coups de burin marquant la durée de la compromission. Certains réseaux restent ainsi enchaînés des mois durant, sans le savoir. Les paquets de données partent, reviennent, comme une respiration invisible. La vie quotidienne continue. Les réunions se tiennent, les décisions se prennent. Et, dans l'ombre, quelqu'un écoute. L'année 2008 arrive, et avec elle, un élargissement du champ de bataille. Les journaux dont McAfee s'emparera plus tard montrent alors une montée en puissance. Les cibles se diversifient. Aux gouvernements et aux entreprises de défense s'ajoutent des sociétés de construction, d'ingénierie, des compagnies d'énergie, des groupes de médias, des ONG, des think tanks. L'attaque ne vise plus seulement le blindage de la nation, mais aussi son squelette industriel, ses sources d'énergie, ses canaux d'influence, ses lieux de réflexion. Certaines de ces victimes restent compromises plus d'1 an. 18 mois, 24 mois. Les journaux le diront, la présence ennemie s'installe, s'habitue, habite les réseaux comme un occupant discret. Les défenses, à l'époque, manquent de mécanismes avancés. Les filtres sont grossiers, les signatures incomplètes. L'ennemi passe, revient, s'attarde. En 2008 et 2009, un symbole mondial attire particulièrement ses ombres, les Jeux olympiques. À l'abri des regards, le Comité international olympique lui-même figure parmi les victimes. Ces murs numériques, qu'on croit solides, sont franchis. Des comités olympiques nationaux, en Asie, en Occident, sont également touchés. Derrière les anneaux et les hymnes, une question brûle. Qui veut savoir, avant tout le monde, les tractations, les négociations, les choix d'implantation, les contrats, les flux de sponsors, les équilibres politiques cachés derrière la fête du sport? De 2010 à la mi-2011, la campagne atteint son apogée. Le nombre de victimes augmente. Les secteurs privés les plus sensibles tombent à leur tour. Entreprises de défense, de haute technologie, sociétés d'énergie, d'ingénierie, cabinets de conseil impliqués dans de grands projets internationaux. Les journaux que McAfee étudiera montrent des connexions constantes, jour après jour, mois après mois.
Des adresses IP liées à des réseaux gouvernementaux, à des sièges d'entreprises, à des ONG. Des données sortent. Leur contenu n'est pas révélé au monde. Mais la fréquence, la durée, la persistance suffisent à deviner l'ampleur du butin. Certaines organisations restent ainsi compromises plus de 28 mois. Plus de 2 années, avec un ennemi à l'intérieur de leur mur numérique. Les attaquants maintiennent leur infrastructure C2, résistent aux aléas, protègent leurs serveurs, les déplacent si nécessaire. Ils tissent une toile sur plusieurs continents. Et pourtant, jusqu'en 2011, leur nom demeure inconnu du grand public. Les victimes, éparpillées sur la planète, n'ont pas, pour la plupart, conscience d'appartenir à une campagne unique. Un ministère traite son incident comme un cas isolé. Une entreprise répare son réseau et se replie. Une ONG renforce son pare-feu sans savoir qu'ailleurs, sur d'autres fuseaux horaires, d'autres subissent la même blessure. C'est alors que McAfee, observant depuis des années les schémas d'infection, perçoit une résonance. Par ses capteurs déployés chez de nombreux clients, par ses alertes remontant de multiples régions, l'entreprise voit se répéter les mêmes commandes, les mêmes serveurs, les mêmes structures de RAT. Une signature commence à émerger, un motif récurrent. Les chercheurs se mettent en chasse. Ils traquent les serveurs de commande et contrôle. Ils identifient un C2 particulièrement actif, cœur battant de nombreuses connexions suspectes. Ils l'encerclent, par l'analyse, par la technique, par les ruses de leur métier. Et en 2011, le verrou cède. McAfee obtient accès aux journaux de ce serveur. Un coffre-fort s'ouvre. À l'intérieur, 5 années de traces. 5 années d'aller-retour entre les machines compromises et le C2. 5 années de dates, d'adresses IP, de durée, d'empreintes. Les chercheurs plongent dans ces logs comme dans les annales d'une guerre secrète. Ils identifient les IP, les recoupent avec des bases publiques, des données internes, des informations WHOIS. Peu à peu, derrière chaque ligne, une organisation prend forme. Un gouvernement, une entreprise de défense, un groupe de médias, une ONG, un comité olympique, une société d'énergie, un cabinet de conseil. Au total, 72 victimes distinctes se dressent, extraites de ces colonnes de chiffres. 14 pays au moins sont touchés. États-Unis, Canada, Corée du Sud, Taïwan, Japon, Inde, Vietnam, Hong Kong, plusieurs nations européennes. La carte se couvre de points rouges et, au centre, un constat glaçant. La majorité des victimes se trouvent aux États-Unis. Mais les tentacules de l'opération s'étendent bien au-delà, en Asie, en Europe, sur d'autres rivages. Les chercheurs classent ces victimes. Ils les rangent par catégorie, non pour les réduire, mais pour comprendre le dessein derrière le pillage. Gouvernements nationaux, administrations fédérales et locales, organisations internationales, dont le CIO, d'autres institutions globales, entreprises de défense, sociétés de haute technologie, construction, ingénierie, énergie, télécommunications, cabinets de conseil, groupes de médias, ONG, think tanks. Tout ce qui pense, tout ce qui décide, tout ce qui construit, tout ce qui alimente le monde moderne se retrouve dans cette liste. Les durées de compromission varient, mais laissent transparaître une volonté inébranlable. Certains réseaux ne restent ouverts qu'1 mois, une entaille rapide. D'autres, plusieurs mois, comme une infection chronique. Et plusieurs organisations subissent plus de 2 années d'occupation. Un cas culmine à environ 28 mois de compromission continue. Durant tout ce temps, les attaquants observent, copient, emportent. Ils ne détruisent pas, ils apprennent. Face à cette fresque, un mot s'impose. Campagne.
Et pas n'importe laquelle. Une campagne d'espionnage à long terme. Avancée, persistante. Une APT. McAfee y voit la marque d'un acteur doté de ressources, de patience, de constance. Les cibles sont trop sensibles, la durée trop longue pour qu'il s'agisse d'un simple groupe criminel cherchant un profit immédiat. L'éditeur parle d'un vol de données à une échelle sans précédent. Une formule qui résonne comme un glas. Il faut donner un nom à ce monstre. Ce sera Opération Shady Rat. Rat pour Remote Access Tool ou Remote Access Trojan. Le cœur technique de l'attaque. Shady, parce que tout, dans cette entreprise, se joue dans les zones d'ombre. Dans l'opacité des serveurs C2, dans les faux courriels, dans les clics anodins qui se transforment en trahison involontaire. Ce nom, McAfee le précise, ne vient pas des attaquants. C'est une désignation interne, un étendard levé par les défenseurs pour reconnaître cette campagne parmi d'autres. À partir de là, le travail devient méthodique. McAfee vérifie chaque corrélation entre adresse IP et organisation. Pas de place pour l'approximation. Chaque erreur d'attribution serait une injustice, un faux coup de tonnerre. Les données des logs sont consolidées dans un grand tableau de synthèse. Type d'organisation, pays, date de début de compromission, durée. Dimitri Alperovitch prend la plume. Il façonne le récit, tout en conservant la rigueur des faits. Le rapport s'intitulera « Revealed », Opération Shady Rat. Il passera par les mains de McAfee Labs, par la direction de l'entreprise. Une décision est prise. Ce ne sera pas un document réservé aux clients. Ce sera un livre ouvert au monde. Une alerte générale. Le 3 août 2011, le rideau se lève. McAfee publie officiellement le rapport. 5 années de campagne, de 2006 à 2011. 72 victimes. Gouvernements, entreprises, organisations internationales, comités olympiques. Plusieurs intrusions supérieures à 2 ans. Une des plus vastes campagnes d'espionnage informatique jamais mises au jour. Dimitri Alperovitch multiplie les interviews, les conférences de presse. Il explique la chronologie, la typologie des cibles, la nature persistante de l'opération. Il parle d'APT, popularise ce terme au-delà du cercle étroit des experts. Les médias mondiaux s'emparent de l'affaire. New York Times, Washington Post, BBC, d'autres encore, reprennent les chiffres, les grandes catégories de victimes. L'image frappe. Le Comité international olympique, symbole de paix sportive, infiltré. Des comités olympiques nationaux surveillés. Des gouvernements pénétrés. Des entreprises de défense espionnées, des sociétés de haute technologie scrutées, des ONG sondées. McAfee, dans son rapport, reste prudent. La nature des cibles, la durée de la campagne, l'absence de rançon, l'orientation stratégique de l'espionnage pointent vers un acteur étatique. Un État ou un groupe agissant pour un État. Mais aucune preuve technique, aucune chaîne de responsabilité complète n'est rendue publique. Dans des interviews, Alperovitch laisse entendre la piste d'un pays, sans le graver dans le rapport. Le monde comprend les sous-entendus, mais le nom n'est pas prononcé officiellement. D'autres experts réagissent. Certains saluent la lumière jetée sur une opération de cette ampleur. D'autres rappellent que des campagnes comme APT1, GhostNet et d'autres ont déjà montré la profondeur des guerres numériques. Ils discutent la formule de plus grande campagne brandie par McAfee. Dans les coulisses, les gouvernements mentionnés indirectement par la localisation des victimes restent discrets. Peu reconnaissent publiquement la réalité des compromissions. Quelques confirmations partielles filtrent dans la presse, jamais l'ensemble. Dans la communauté de la sécurité, un autre débat naît.
La méthodologie de McAfee repose en grande partie sur les logs d'un seul serveur C2. Si un seul nœud de l'infrastructure révèle déjà 72 victimes, combien en reste-t-il, cachés, silencieux? Certains en concluent que Shady Rat, tel qu'il apparaît dans le rapport, n'est peut-être que la partie émergée d'un édifice plus vaste. De 2006 à 2011, un ennemi sans visage a parcouru la planète par ses câbles, a franchi les frontières sans passeport, a consulté des secrets d'État sans franchir aucune porte. Et personne, jusqu'alors, n'avait nommé cette guerre.